Si on commence par Comme une vague, on a terminé le mix du film à la fin février 2020. On se doutait de rien. Alors, 2 semaines plus tard, on était en grosse pandémie. Donc, ça a eu une grosse incidence, évidemment, sur la sortie du film, tant à l'international qu'ici. Et tout de suite après, ben, tranquillement, il y a l'ONF qui s'est mis à développer un projet de court-métrage tourné un peu partout au Canada et évidemment l'ONF au Québec, plus au Québec. Il demandait à différents réalisateurs de faire des films. Et j'ai eu la chance de faire un film avec mon iPhone dans le cadre de ce projet qui s'appelle La Courbe. Alors, je me suis retrouvée, je suis passée d'une grosse équipe pour Comme une vague à seule avec mon iPhone et même le son du iPhone. Alors, j'ai trouvé ça assez cocasse. Et puis, sinon, ben, moi, je réalise aussi de la publicité. Alors, la publicité, rapidement, a pu reprendre. Alors, c'est particulier, c'est bizarre, mais effectivement, c'est assez sécuritaire. Alors, le cinéma, c'est quand même assez structuré, hiérarchisé. On est un peu alarmé. Alors, les gens respectent les règles. Et puis, grâce à ça, je pense que l'industrie a pu continuer à rouler. C'est sûr que la musique a toujours été importante dans ma vie à moi, mais je côtoyais une personne mélomane, mais jusqu'au la pointe des cheveux. Elle était incroyablement passionnée de musique. Et c'est comme si ça a été comme un peu le déclencheur de se dire pourquoi la musique atteint les gens si puissamment. C'est quoi? Parce qu'on écoute de la musique, on aime la musique, même on est mélomane, mais on ne s'arrête pas nécessairement à se demander pourquoi. Il y a plein de réflexes qu'on a sans s'en rendre compte, par exemple, que de mettre une pièce joyeuse alors qu'on se sent plutôt triste, ou à l'inverse, avoir envie d'un peu d'introspection, mettre une pièce un peu plus triste. Et puis, on a des comportements comme ça, mais on ne s'arrête jamais à se demander pourquoi. Et puis, on a donc, avec ma collègue André Blais, qui est productrice au contenu, qui a fait une recherche incroyable sur plus d'1 an sur les connaissances mondiales au sujet de la musique, les connaissances plus scientifiques, je dirais. On s'est dit, on veut rendre un hommage à la musique, au pouvoir de la musique, et on veut que les gens s'arrêtent le temps du film, 1 heure et demie, pour être un peu plus conscients de notre rapport à la musique et au son. Dès le départ, bon, on savait qu'on faisait un film dont le personnage principal était invisible. Donc, déjà en partant, c'est un défi. Mais en plus, le personnage principal, qui est la musique, est sonore. Alors, même si dans mes projets antérieurs, et tous les réalisateurs, on donne une grande importance au son, hein, le cinéma, c'est de l'image et du son, mais habituellement, on aborde le son comme le son vient soutenir l'histoire, vient soutenir l'image, vient magnifier aussi. Mais là, on devait travailler à l'inverse. Le son devait être en avant, le son devait être vraiment en avant-plan, sur le plan formel, et l'image devait soutenir le son. Rialto Beach, the most musical beach in the world. The stones are the notes. The small stones, the bright highlights. The mid-sized stones, the mid-tones. The large stones, the bass. Moi, dès le départ, j'ai voulu que toute l'équipe son, alors preneur de son, concepteur sonore, soit impliquée dans le processus dès la recherche. Alors ça, c'est quand même rare, je n'avais jamais fait ça. Alors, on avait des réunions, même à l'étape de pré-production, même avant de tourner, avec l'équipe de post-production sonore. Ce qui fait qu'on a travaillé très serré ensemble, on a établi des façons de fonctionner, on a établi des lignes directrices. On avait entre autres le souhait que, même avant de savoir qui seraient les personnages du film, on avait le souhait que la bande-son soit conçue comme une seule pièce musicale. Alors qu'on passe d'un élément à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un thème à l'autre, et donc d'une musique à l'autre sans trop s'en apercevoir.
Et ça a été un travail très serré et c'est dans la façon de l'aborder, je dirais, plus que dans la technique, qu'il y a eu une différence pour moi. Et c'est quelque chose que je voudrais faire sur d'autres films, même s'ils ne sont pas sur la musique. Et à l'étape du montage image, on a fait beaucoup d'allers-retours entre le montage son et le montage image. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait rarement. Alors, d'arrêter le montage image pour laisser à l'équipe son le temps de travailler, nous renvoyer, ce qui fait qu'à un moment donné, le son et l'image deviennent indissociables. Et ça, c'était mon souhait dès le départ. Allé en Suède, en Italie, au Mexique, aux États-Unis, sur la côte ouest. En fait, dès le départ, on voulait, la ligne directrice qui est née assez rapidement, c'était la musique est vitale et universelle. Alors, je ne pouvais pas faire un film sur un sujet universel en restant dans une seule ville, déjà en partant. Ça aurait été un peu contradictoire. Peu importe la ville, l'universel, il faut au moins avoir quelques couleurs différentes, ne serait-ce que dans les langues parlées et tout ça, et dans les choix musicaux. Donc, et aussi, Andrée Blais, la recherche qu'elle a faite, comme je vous disais, elle est allée un peu partout, elle est allée voir au niveau de la neuroscience, au niveau de l'ethnomusicologie, la musicologie, la musicothérapie, où est-ce qu'on en était. Et des chercheurs qui travaillent sur ce sujet, il y en a partout dans le monde. À notre grande surprise, il y en a beaucoup à Montréal, en fait. Alors ça a été très pratique pour notre recherche. Et de la recherche, les thèmes sont nés. Et une fois qu'on avait les thèmes qu'on voulait traiter, alors qui étaient tous reliés au pouvoir de la musique, là, après ça, on disait, bon, mais qui va incarner que la musique peut être utilisée comme un outil d'inclusion sociale? Qui va incarner que la musique passe par le corps? Qui va incarner l'impact de la musique sur le cerveau? Alors, c'est un peu comme ça que le casting, entre guillemets, c'est un casting quand même, s'est déroulé. Chaque personne qu'on ajoutait au film nous ouvrait toujours un monde souvent insoupçonné. Et puis ça, je le dis vraiment, évidemment, clairement, sans aucune prétention, parce que ce n'était pas du tout une volonté de départ. C'est-à-dire qu'on faisait un film sur la musique et tranquillement, ce qui naissait, c'était toujours un film sur la musique, évidemment, mais justement un film qui était très rassembleur, un film qui faisait presque même la promotion de la paix. On écoute le film, on a juste le goût que tout le monde s'entende bien. C'est la musique, c'est l'harmonie, mais l'harmonie au sens large. Moi, je trouve que quand on regarde le film, on se demande pourquoi il y a des guerres. Alors que, comme dit notre chef d'orchestre vénézuélien qui travaille en Suède avec des réfugiés musulmans, il dit mes élèves sont musulmans, moi je suis catholique, on répète dans une église chrétienne que importa es musica. Alors, il me semble que la vie pourrait être très simple si tout le monde réalisait ça, que la musique, tout le monde, peu importe les croyances, peu importe l'histoire, peu importe l'âge, peu importe les époques, même les humains, écoutent et font de la musique. Ça nous lie. J'ai aimé faire un film qui fait du bien. Et là, je me demande comment je pourrais aborder un autre sujet et que les gens se sentent bien en sortant du film sans que ce soit non plus fleur bleue. Je pense que la musique est un sujet tellement puissant que malgré nous, c'est ça qui est né, c'est ça que ça donne et ça touche les gens. Et ça ne s'adresse pas seulement qu'aux mélomanes. N'importe qui a entendu une pièce de musique une fois dans sa vie et qui l'a au moins apprécié peut apprécier le film. Ce n'est pas du tout un film pointu, là. Mon père, quand j'étais jeune, quand j'habitais avec mes parents, il écoutait beaucoup de musique classique. L'Adagio pour cordes, d'ailleurs, de Samuel Barber jouait souvent à la maison. Il écoutait beaucoup les Stabat Mater de Pergolesi. Quand j'étais jeune, j'aimais pas ça. Ça me dérangeait. Et surtout quand il jouait fort le dimanche matin et que j'étais ado et que j'étais sortie la veille, je disais, ah, c'est la musique. Et vraiment, j'aimais pas. Aujourd'hui, et même depuis longtemps, cette musique m'apaise et je l'aime et me sécurise. Et c'est quelque chose ça doit être la musique que j'écoute le plus souvent, en fait, qui revient le plus souvent dans ma vie pour plein de raisons. Avec mes bébés, je les faisais jouer, on faisait les siestes sur les Stabat Mater. C'est une musique qui est pour moi très sécurisante, alors qu'à l'époque, ça m'énervait. Alors ça, c'est un bel exemple de l'impact émotif inconscient que la musique peut avoir sur nous. J'ai des goûts musicaux très, très variés, mais il y a une période dans ma vie où je suis vraiment rentrée très fort dans la musique électronique.
Et la musique électronique m'a fait vivre, qui est une musique qui est très cinématographique. J'étais déjà réalisatrice. Et j'ai eu des moments d'extase à jeun, non, mais des moments avec la belle musique électronique. On peut même d'ailleurs, dans le film, on a un danseur qui danse sur de la musique house, mais qu'on a mis sur Samuel Barber. Et Samuel Barber étant, l'adagio pour corde de Samuel Barber était une référence en neurosciences comme étant la musique de la pièce classique qui induit le plus le frisson musical. Eh bien, dans la bonne musique électronique, il y a toute là une structure comme ça qui monte en intensité et qui vraiment procure des frissons aussi musicaux. Alors, du classique à la musique électronique, en passant par de la musique pop et toutes sortes de... Je suis très éclectique dans mes goûts musicaux, en fait. Jean-Marc, c'est un ami de longue date. On s'est connus il y a plusieurs années et lui était à Los Angeles et il était super occupé à ce moment-là. Puis on n'avait pas communiqué depuis un petit bout de temps. Et là, j'arrive à une étape du montage, je dirais peut-être aux 3/4 de la période de montage. Et à l'étape, on y arrive tous pour peu importe le projet. À un moment donné, on a besoin de le montrer puis d'avoir des commentaires pour stimuler la finition du montage. Alors, on a organisé un visionnement ici avec certaines personnes. Et à un moment donné, j'ai fait, Jean-Marc, j'aimerais avoir son opinion parce que Jean-Marc est tellement un réalisateur musical. C'est quelqu'un qui utilise la musique vraiment énormément dans son travail. Alors, je me suis dit, j'aimerais bien avoir son opinion. Alors, je lui ai envoyé le film comme ça candidement. J'ai dit, as-tu le temps de le regarder? Il dit, oui, oui. Bon, finalement, ça lui a pris une couple de semaines. Il me rappelle, il fait, ah! Mais là, je dis ça, là, c'est lui, là, vraiment. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais il dit, j'étais contente qu'il l'ait aimé, évidemment, mais il dit, le film, mais c'est quoi ce film-là? Il dit, non, mais d'où ça sort? Il dit, le film a mis des mots sur des choses que je ressens et que je fais sans justement en être conscient, la façon dont j'utilise la musique, l'impact que la musique a dans ma vie, bien, le film a mis des mots sur ça, des mots que je n'ai jamais réussi à trouver. Alors, je pense que de là, son coup de cœur, en fait, c'est que ça venait vraiment le toucher personnellement. Et là, il dit, j'ai quelques notes, tout ça. Je dis, écoute, Jean-Marc, on a avancé depuis la version que tu as vue, on a quand même avancé. Puis il dit, OK, mais je te donne quand même mes notes. Alors, il me donne ses notes. Et le soir, il m'envoie un texto, il dit, bon, tu me l'as montré, là, tu n'as pas fini avec moi, je veux voir la version du jour. Fait que je lui envoie là où on est rendu. Et le lendemain matin, il m'appelle, il dit, j'aimerais m'associer à vous, à titre de producteur exécutif avec Crazy Rose pour aider au rayonnement du film. Ce film-là doit être vu partout, par tout le monde. Et puis, j'aimerais que mes contacts internationaux profitent à ton film. Alors, c'est sûr que je n'avais pas du tout pensé à ça en lui envoyant le film. Et c'était évidemment très bien accueilli. Tant de ma part que de la part du producteur du film. Alors, on était vraiment contents et on est encore très contents de cette association. C'est sûr que c'est difficile de sortir un film en pleine pandémie. On l'a retenu pendant 1 an. Hein. On aurait pu sortir cet été, on a voulu attendre. Là, on a décidé de le sortir maintenant. Les nouvelles étaient plutôt bonnes quand on a pris la décision. Le film, puis c'est un bon timing aussi. Il y a des gros films internationaux américains qui s'en viennent. Alors, c'était important de se positionner avant que les salles soient prises d'assaut. Hier, on a appris que Québec et Gatineau fermaient, donc on perd 3 salles. Les cinémas ferment là-bas. Donc, on a su ça hier soir et le film devait sortir demain. Alors, ça, c'est un peu une nouvelle difficile que je comprends sur le plan sanitaire, là, mais que comme réalisatrice, je trouve difficile. Et bon, on est dans l'incertitude. Le film sort demain à Montréal. Pour l'instant, à Montréal, les cinémas sont ouverts. Ailleurs au Québec aussi. Est-ce que les salles vont fermer graduellement? Je ne sais pas. Alors ça, c'est sûr que c'est très insécurisant, puis c'est triste, c'est difficile. Mais c'est un film qui doit être vu en salle. Alors, tous les réalisateurs disent ça de leurs films. J'ai toujours dit ça de mes projets. Mais celui-là, il doit être vu en salle, oui, pour les conditions de projection, pour la qualité de l'image, pour la qualité du son, mais aussi
et particulièrement parce que c'est un film qui doit être vu avec d'autres êtres humains. C'est un film rassembleur et dans le film, on voit des concerts où les gens sont collés les uns sur les autres et on parle de cette cohésion sociale que crée la musique, que crée le partage avec d'autres humains d'un concert musical, par exemple. C'est comme une mise en abîme, mais le film doit être aussi vu comme un concert. À ce titre-là, le cinéma peut devenir un art vivant, je pense, quand on considère que d'être entouré d'humains qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas participe à l'expérience cinématographique, en fait. Et je crois que pour ce film-là, c'est crucial. Donc, c'est sûr que de le sortir en pandémie ici, même pour l'instant au Canada anglais, on n'a pas de date encore parce que, bon, on sait, hein, il y a des provinces qui vont encore moins bien. Et puis, pour l'international, ben, l'Europe, tout ça, c'est encore flou. Alors, c'est sûr que c'est pas... c'est sûr que c'est difficile. Mais bon, l'idée, c'est qu'il y a le moins de gens malades et puis c'est ça qui est la priorité, qu'on s'en sorte, que la santé prime, c'est sûr, sur le cinéma. Mais bon, c'est sûr que ça ne rend pas la sortie d'un film très, très facile.